sa préparation, on m'a demandé de réaliser plusieurs petits films dans les territoires ruraux de la région pour les faire mieux connaître. Au cours de cette exploration, au fil des tournages dans les maisons familiales et alentours, j'y ai découvert un monde rural inattendu, étonnant de diversité, d'énergie, d'inventivité, de passion et de pistes porteuses d'avenir. Viticulture, environnement, nautisme, agriculture et élevage, animalier, éco-construction, aide à la personne, menuiserie, vente, jardin. J'ai filmé ainsi une multitude de secteurs d'activité qui, par leur présence quelquefois inattendue et leur juxtaposition sur ces territoires, dessinent un monde dont je n'aurais pas imaginé la richesse. Je m'y suis attardé. J'ai commencé tôt en plus, je suis fils d'agriculteur, donc depuis que je suis gamin, c'est un plaisir. On a besoin de professionnels sur le terrain qui puissent accompagner les collectivités locales, que ce soit les élus, mais aussi certaines entreprises. J'ai arrêté pour travailler dehors, j'ai fait 4 ans de saison dans la vigne, espérant plus tard avoir une petite parcelle pour essayer de faire mon vin. C'est hyper intéressant parce qu'après on voit la conception d'un bateau et voir s'il y a quelque chose à modifier ou non. Le réseau social n'est pas qu'un outil de divertissement, mais devient un outil professionnel. Et c'est quelque chose qui fonctionne. On a peut-être 10, 15, 20, 30% de nos élèves qui trouvent du travail grâce à ces réseaux sociaux et grâce à l'image qu'ils véhiculent sur les réseaux sociaux. L'agriculture, c'est pas le simple exploitant avec sa fourche. Aujourd'hui, c'est vraiment un chef d'entreprise. C'est plus le fermier, ça se dit même plus aujourd'hui. Donc le minimum aujourd'hui pour s'installer, c'est le bac pro. Et donc après, on peut faire soit un BTS. Ensuite, après le BTS, on peut faire une licence. Moi, à la base, c'était plus mammifère terrestre. Et pendant la formation, j'ai eu l'occasion de faire un stage en delphinarium. Et du coup, je suis arrivée ici pendant le stage. Je m'y suis bien plu et on m'a proposé un CDD. Voilà. C'est à la fois le contact avec les matériaux. Moi, j'aime vraiment beaucoup la terre. J'aime bien travailler le bois aussi. Lorsque je lui ai transmis le bisou de son petit-fils, partager et échanger rien que par le regard. Redonner la fierté d'être une femme en la maquillant. Ce rapide survol des territoires ruraux et de leurs habitants m'a donc donné envie de poursuivre cette exploration. Je voulais à la fois comprendre et saisir ce qui se vivait là, se dessinait, se jouait, loin des images toutes faites qui nous sont le plus souvent proposées. J'ai donc décidé de faire un film pour dire tout cela. Un film pour pouvoir aussi m'attarder un peu plus chez les uns et chez les autres au fil des rencontres, afin qu'ils me parlent d'eux, de leurs convictions, de leur savoir-faire, de leurs interrogations. Si le monde rural ne se réduit pas à l'agriculture, loin s'en faut, elle est pourtant, avec ses activités dérivées, le secteur incontournable de ces territoires. Ce n'est donc pas un hasard si c'est chez des agriculteurs que nous avons fait nos premières rencontres. Nous sommes chez Béatrice et Dominique Bordeaux. Ça, c'est une photo qui a été prise en 1985 et qui montre l'exploitation telle qu'elle a évolué sur la génération précédente, la génération donc des parents de Dominique. Et donc, eux, leur idéal, c'était vraiment une ferme propre. Vous voyez, tout est bien nettoyé là, le long du poulailler, on traitait bien, le chemin, là, c'est propre. Voilà, c'est vraiment... vous voyez les sapins là, qui sont plantés le long de la route. Quand on est arrivé, nous, on a remodifié la production et le système fourrager, et on a surtout revu le paysage et le parcellaire pour que les animaux soient
soit mieux dans les parcelles. Toi, tu voulais un système plus pâturant, parce que la pâture, c'est moins de travail, c'est moins de récolte, c'est moins de mécanisation. Et donc ici, maintenant, il y a une ELA, voilà, il y en a au moins 2 grandes, et 3, ouais, t'as raison. Ouais. Et puis dans les 2 premières, entre eux, il y a maintenant des parcelles d'agroforesterie. C'est une dynamique autour du plan bogager, d'un système agroforestier où l'arbre a sa place dans les parcelles agricoles. Et donc on a automatisé la récolte du bois, on a eu des chaudières automatiques, et puis on a été le premier élevage français à chauffer le poulailler au bois. Donc le poulailler était chauffé au bois et on économisait 7 tonnes de gaz tous les ans. Et aujourd'hui, dans cette valorisation économique de la haie, on peut dire que l'exploitation qui n'a que 42 hectares chauffe l'équivalent de 4 maisons. Dans cette ruralité, les agriculteurs ont un rôle à jouer autour de l'énergie. C'est ça aussi, c'est partager l'énergie qu'on peut avoir sur une exploitation dans le territoire, dans les communes. Alors, est-ce que les communes ont investi? Est-ce que les particuliers ont investi? Un petit peu, pas tant que ça, parce qu'en fait, c'est aussi des investissements lourds. Et donc, c'est comment on accompagne ces investissements qui sont un peu lourds, parfois autour de l'énergie. C'est toujours la question de fond qui me revient, est-ce qu'on peut faire aussi bien autrement? Donc faire autrement, et pourquoi pas? Voilà. Est-ce qu'on peut se chauffer autrement? Oui. Dominique Ravon, lui, se dit paysan. Il vit sur son exploitation, léguée par ses parents, mais dont les terres furent fractionnées par le réseau autoroutier local. Pour rester malgré tout au pays, il en a partagé la responsabilité avec son frère puis son fils, et s'est attaché à valoriser et à vendre sur place les produits de leurs terres. Il est aujourd'hui paysan commerçant. Quand on a commencé il y a 17 ans à faire de la vente directe, c'était une façon c'était une reconnaissance de vendre nos produits et d'avoir le consommateur en face. On n'a pas vu directement le profit d'abord, parce que le consommateur nous disait mais vous donnez quoi à manger à vos vaches? Vous mettez quoi comme engrais? Vous mettez quoi comme pesticides? Et on s'est vite rendu compte que si on voulait être en phase avec ce qu'il avait besoin de mettre sur sa table, il fallait qu'on produise différemment. On part du brin d'herbe. Le brin d'herbe nourrit la vache laitière. La vache laitière fait du lait pour faire de la transformation fromagère. Mais la vache laitière, à partir du brin d'herbe, permet aussi de nourrir les cochons, qui eux font de la viande et de la charcuterie, ce qui fait qu'à tous les niveaux de l'assiette, on part toujours de la germination, soit du brin d'herbe ou de la céréale. Et il faut vraiment être dans cette démarche de faire attention à la planète, parce que si demain on n'a plus de brin d'herbe qui germe, si demain on n'a plus de céréales, on n'aura plus d'animaux, on n'aura plus rien à manger, et voilà, c'est une chaîne sans fin. La préoccupation qu'on doit avoir en milieu rural, c'est premièrement ne pas rester seul dans son coin, s'ouvrir. Et l'ouverture amène de la relation, et à partir du moment où on est en relation avec d'autres, on change notre façon de voir et notre façon de travailler. Toujours dans le monde économique, c'est ça la difficulté. Ouais. On est dans la mondialisation, avec probablement, à mon goût, une agriculture à 2 vitesses, une agriculture où finalement qui est forcément orientée vers la mondialisation, où les prix récolte sont la règle de base en fonction des volumes.
Et puis une agriculture qui est plutôt une agriculture de proximité, hein, qui est alors, pas une niche aujourd'hui, mais qui est un secteur à prendre. Donc, finalement, est-ce que la valeur ajoutée reste sur l'exploitation? Est-ce qu'on se la partage dans le territoire, que ce soit autour de l'énergie tout simplement, que ce soit autour de l'alimentaire? Les notions de qualité des produits restent aussi le tronc commun entre qu'est-ce que l'agriculture française est capable de produire en termes de traçabilité et de qualité des produits gustatifs. Et là, on a des forces en Pays de Loire assez très nombreuses autour de toutes les filières existantes autour de la qualité des produits alimentaires, dans toutes les filières. Autre rencontre qui résonne avec les premières, Dominique Planchot. Issu d'une famille de meuniers, il est à la tête d'une entreprise de boulangerie, pâtisserie et chocolaterie qui applique certains procédés industriels à des recettes et un savoir-faire artisanaux. Il emploie 200 personnes et a ouvert récemment une halle alimentaire dans sa région proche. Le boulanger dans le fournil mettait... Il savait que par exemple pour une dose de 10 brioches, il fallait tant de kilos de farine, tant de sel, tant de pâte fermentée et tant de levure. Ma mère, à l'époque, pesait le beurre, l'alcool, le sucre, qu'elle mélangeait l'alcool dans le sucre pour pas que le boulanger sache vraiment ce qu'elle avait mis comme alcool. Hein. Et ma grand-mère cassait les œufs. Pour une recette. Donc personne ne connaissait la recette en entier. Donc quand je suis arrivé à la maison, j'ai commencé par demander à ma grand-mère combien elle cassait d'œufs pour 10 brioches, à ma mère combien elle mettait de beurre. Voilà. C'est pas des conneries. L'origine de l'entreprise, c'est mon arrière-grand-père qui a repris un moulin qui faisait à l'époque 1000 quintaux de blé par an sûrement, hein, sur une meule, hein, et qui en 1929, après les crises de 29, ne trouvait pas forcément à vendre sa farine, et il s'est mis à embaucher un boulanger. Et il s'est dit, je vais me mettre à vendre du pain. C'est plus par des opportunités et la passion de vouloir faire des métiers qu'on a élargi nos activités, et non pas par une stratégie purement commerciale. Tous les métiers qui existent, tous les acteurs économiques d'un tissu local ou régional, il y a plein de petites entreprises qui ont des savoir-faire bien spécifiques, qui à défaut même ils peuvent l'exporter à l'autre bout du monde, et qu'on ne sait pas que ça se fait juste à côté de chez soi. Des métiers qui peuvent, où on retrouve quand même de la passion, c'est des produits, c'est de la création, c'est aussi le partage. Ça sera possible ça avec La relation directe avec les gens, elle est aussi importante. Et au fil du temps, les éleveurs, que ce soit pour la partie boucherie et charcuterie, ils y ont plus goût, et on est dans une vraie relation de confiance et de reconnaissance pour eux. Pour moi, c'est un vieux rêve de pouvoir travailler avec des gens de proximité, parce qu'on est un petit peu... Les rêves se rapprochent. Ouais, non, mais on est fiers de ce qu'on fait, je crois. Puis on est content d'avoir du retour, quoi, d'avoir des gens qui nous croisent dans la rue. Ah ben, on est allé original, c'est bon, voilà. Ça nous intéresse. Joue sur la température de la parcelle. Un certain nombre d'arbres dans une parcelle va refroidir la parcelle de 2 degrés. Dans ce changement climatique, finalement, où c'est une certaine inconnue, mais on en parle avec la COP21 aujourd'hui, c'est de dire comment l'agriculture va s'adapter, comment nos cultures, où finalement, aujourd'hui, on fait du maïs, de l'herbe, et demain, quid de ces productions-là si on n'a pas trop d'eau, hein, parce que la question et l'enjeu est autour de l'eau. Hein. Les excédents d'eau, on arrivera toujours à les gérer. Un déficit d'eau énorme sur les parcelles, c'est forcément une remise en cause du système. Les
pionniers de demain, c'est ceux qui vont défendre l'eau. Comment on gère l'eau pour tous. Et moi qui étais fortement contre l'irrigation, aujourd'hui je change mon regard en se disant les années où vraiment on aura beaucoup d'eau l'hiver, et ça arrivera, les périodes où on aura des excédents d'eau, c'est comment la stocker et comment surtout, et de quelle manière on la redistribue derrière. C'est comment on la redistribue. Changement de décor. Une petite ville avec sa zone industrielle et un hôtelier restaurateur, Jean-Marie Pellerin, qui se fait un devoir d'ouvrir le recrutement de son personnel à des personnes au parcours atypique ou venant d'ailleurs en Europe. Là, on est sur un complexe hôtelier avec un hôtel et un restaurant. On a voulu au départ la restauration visée sur l'hôtel, sur les besoins de l'hôtel. C'est pour ça qu'on a créé le restaurant. Mais on savait bien qu'en milieu rural, il fallait avoir une ouverture plus large. Donc ça veut dire qu'on est obligé de travailler une offre qui est tout aussi variée. Alors cette offre se décline en un besoin de compétences avec nos équipes. Pour être efficace, il faut vraiment être ouvert et aux situations et entre nous, et être à l'écoute des profils qui se présentent à nous. Parce qu'il y a des candidats qui viennent nous voir, surtout dans le milieu rural, qui ont envie d'aller sur des orientations différenciées de celles qu'ils ont vécues dans un premier temps. Et nous, on est beaucoup sur l'analyse de la personnalité et du parcours et de son ambition qu'il souhaite trouver pour la suite. Alors ça a été très dur de trouver quelqu'un qui accepte de me prendre en formation. J'ai dû faire une 50aine de caves en fait durant tout l'été dernier et finalement voilà, j'ai réussi à trouver un poste de sommelier caviste au 7 de table qui me permet de faire ma formation de conseiller vendeur caviste. C'est assez original de passer de paysagiste à sommelier caviste, mais la démarche, voilà, l'intérêt du vin c'était à passer en priorité en fait. Un peu d'évolution, on a l'impression. Donc c'est un vin déjà qui a un peu d'âge. Dans le monde rural comme on le vit, et Vincent est très attaché à ce monde rural parce qu'il y vit, il est là, il a son ami qui est dans le secteur, donc il n'a pas du tout d'intérêt d'aller sur l'extérieur ou des grandes villes. L'intérêt pour lui, c'est de retrouver un axe où sa motivation sera là, dans une pratique du métier qui lui convient. Donc moi, mon but ultime, ce serait de devenir conseil vendeur caviste, donc dans une cave. C'est vrai que là, aujourd'hui, j'apprends beaucoup de contacts avec le client. Il y a le conseil aussi, et il y a le service à table aussi. Allô, chef, ça marche. 2 annonces en direct, s'il vous plaît. Effectivement, avant j'étais enseignante en espagnol. Après quelques années dans l'enseignement, un gros ras-le-bol, on va dire, donc j'ai démissionné. C'était une passion, hein, tout simplement. J'y passais beaucoup de temps pour ma famille, surtout, mes amis, voilà. Le projet final, c'est effectivement d'être plus traiteur à domicile. Mais pour tout ce qui est gestes techniques, tout ça, je connaissais rien, donc... J'ai réussi à trouver une école, mais à la seule condition que je trouve un patron. C'est bon ici pour développer. C'est très bon. Maintenant, je vais finir mon CAP, c'est 2 ans. Et après, je vais travailler comme cuisinier. Je vais travailler une grande cuisine avec Michelin macaron peut-être. Avec Michelin macaron étoile. C'est très important ici, de bonne qualité, toujours fraîche. Et c'est plus facile ici. Les collègues et mon maître d'apprentissage aussi assistaient beaucoup. Et c'est comme une petite famille ici dans le resto. Ils sont contributeurs, ces jeunes, en venant ici, puisqu'il va nous apporter sa pluralité de son pays d'origine, il va nous apporter sa maturité, parce que c'est quand même un jeune qui a 19 ans et demi, et puis qui sait ce qu'il veut. Donc ça rejaillit bien sûr sur les autres membres des équipes, et puis il va apporter, ne serait-ce qu'un petit moment précis, au moment du repas du personnel, ça va apporter des échanges qui sont différents, où on ne va pas parler que de travail, mais on va parler de nos différents
Puis j'ai pas grand-chose à dire après. Venez, approchez-vous, je vous présente Jésus, le Fils de Dieu, fait homme. Vous faites homme. Comme vous voulez. Fait homme. Fait homme, ça fait mieux. Fait homme, ça fait le tome de Savoie. Alors les ailes, on les avait juste posées comme ça. Allez-y, asseyez-vous. Les résidents et le groupe de convivialité de Pornic ont répété pour un spectacle de Noël. Choisir de travailler et vivre au pays, c'est ce qu'a fait Fiona après sa licence de psychologie. Installée à la campagne avec Jérémy, son compagnon, elle a fait une formation d'animatrice en gérontologie et travaille non loin de chez elle. J'ai fait des études de psychologie à l'université de Rennes pendant 1 an, pendant ma première année. Et après, j'ai été à l'université de Nantes pendant 2 ans pour avoir ma licence. J'ai continué mon master et puis j'avais des doutes sur mon parcours professionnel, donc j'ai décidé d'arrêter. Et ce que j'ai découvert dans l'animation auprès des personnes âgées, c'est qu'ils sont toujours reconnaissants de ce qu'on fait. Ils sont toujours satisfaits de ce qu'on fait et c'est une autre échelle de travailler avec des personnes âgées que des enfants. C'est pas les mêmes ambitions, c'est pas les mêmes projets. C'est plus, c'est pas qu'il y a plus de travail à mon sens, mais c'est plus complet. Ça va? Oui. Monsieur Loncossi? Oui. Je viens vous chercher pour votre activité favorite. C'est-à-dire? La chanson avec l'orgue de Barbarie. C'était un choix de se retrouver en milieu rural parce que la ville, c'est pas notre truc. On a toujours vécu dans le milieu rural, donc c'est vrai qu'après c'était compliqué de... Moi je me voyais pas vivre, mettons, dans Nantes ou dans Saint-Nazaire. Ouais, ou même dans le centre de Pontchâteau, on voulait du terrain. Ouais, c'était vraiment... on voulait du terrain, un jardin, des poules, des animaux. C'est parti. C'est un métier qui est hyper important pour nous. C'est la qualité de vie dans la résidence, c'est l'ambiance dans la résidence, c'est le lien social d'une certaine manière qui se fait grâce aussi à ça. On essaye de proposer des choses, donc on demande assez régulièrement, et Fiona le fait, apporte beaucoup d'écoute, déjà, prioritairement, et ensuite apporte beaucoup de dynamisme, et c'est ça aussi qui est recherché. Donc c'est vrai qu'en même temps on se dit c'est bizarre, ils sont jeunes, et en même temps c'est toute l'énergie qui est déployée et qui est redistribuée aux personnes qui vivent dans la résidence. Et ça, elles le sentent bien et elles en sont très contentes. Ça vous connaît, ça, Mel? Moi, j'étais éducatrice spécialisée à la base. Du coup, ça faisait un moment que je m'intéressais à la construction écologique en particulier. Et j'avais fait une formation en construction terre qui m'a beaucoup plu. Et du coup, ça m'a donné envie de continuer un peu. Et quand j'ai vu le programme de cette formation-là, je me suis dit que c'était vraiment quelque chose qui pourrait m'intéresser. Il y a les nouveaux métiers, mais aussi les nouvelles compétences liées au changement de mentalité en matière d'écologie et de développement durable. Sur notre route, nous avons découvert qu'une formation dans le domaine de l'éco-construction, activité peu connue mais porteuse d'avenir, existait depuis presque 10 ans. On a des gens qui nous appellent des fois et qui cherchent des techniques de l'éco-construction et qui n'arrivent pas à trouver d'artisans. Et donc moi je suis content de pouvoir les orienter sur des personnes qui sont sorties de la formation. Puis aussi l'idée d'apprendre ou de réapprendre à mettre en œuvre ces matériaux-là parce qu'il y a une grosse perte de savoir et je trouve qu'en France on a besoin de se réapproprier tous les matériaux de proximité pour pouvoir construire plus intelligemment et plus proprement aussi. Donc là, c'est une cloison de séparation. Ça peut être une cloison aussi qui est rapportée sur un mur en pierre ou sur un mur parpaing et qui permet d'isoler, soit avec la chenevotte, soit avec ce qu'on appelle la laine. Donc la laine de chanvre qui peut être mise directement à l'intérieur d'une cloison et qu'on recouvre aussi d'un enduit. Je pense que les gens, maintenant, veulent de plus en plus revenir à des matériaux locaux, des matériaux qu'on peut mettre à la main, qu'on peut mettre soi-même, directement dans sa maison, et surtout qu'on peut l'acheter chez son voisin, l'agriculteur, en fait.
L'agriculteur qui nous fournit en chanvre ici au niveau de notre centre de formation, il est à 5 km. Donc en fait, on peut avoir un produit qui est vraiment local, filière courte, produit juste à côté et qu'on peut utiliser directement dans le bâtiment. Donc le chanvre, c'est une plante pas forcément très facile à travailler parce que c'est de la ficelle en fait. Hein, avec le plastique, on n'a rien inventé. Et oui, la philosophie, c'est justement d'avoir des produits sains dans une maison, quoi. Voilà, hein, qui n'ont pas eu de pesticides et qui n'ont pas utilisé d'intrants autres et d'énergie, beaucoup d'énergie, quoi. Un peu, mais qui n'a pas été broyé. Ça fait vraiment du truc de chou, là, comment ils appellent ça là, du crin de cheval, ouais. Même dans la recherche, dans tout ce qu'on met en place pour différents travaux auprès du chanvre, on est toujours mené à rencontrer du monde, autant des paysans comme nous que des constructeurs ou des formateurs comme Vincent. Donc c'est vachement intéressant. Ou même les stagiaires, parce que même les stagiaires, il y a une autre gamme de gens là encore qui viennent chercher autre chose encore là. Hein, c'est passionnant. De toiture en rampant, isolation également des murs avec deux techniques distinctes. La première, une isolation en fibre de chanvre et branchage chaud chanvre sur les murs. Donc mélange de chêne-vote, pareil en production agricole, sans transformation industrielle, mélangé avec de la chaux sur lequel on vient faire après un enduit de finition. Qualité pour nous qui mettons en œuvre, qualité de vie pour les gens qui vivent dedans. Confort thermique, aussi bien l'hiver que l'été, régulation hygroscopique, respect du patrimoine bâti. Donc on est vraiment dans une démarche plutôt d'activité durable, quoi, on va dire. Pour nous, ça a du sens et on essaie de trouver des compromis entre justement inscription dans une économie locale et puis malgré tout aussi réalité du marché. Alors ça c'est notre petite maison mobile qu'on va bientôt mettre sur pied. Et qui va nous, on espère, partager 5 ans avec nous. Enfin, au minimum, quoi. Nouvelle pratique, domaine nouveau. Il y a aussi en milieu rural comme ailleurs, l'exploration de chemins de traverse qui sont quelquefois porteurs de questions passionnantes. Nous avions filmé Clémence il y a 2 ans, lorsqu'elle était en stage, encore élève de seconde dans un établissement de formation. Je trouve que les personnes handicapées, ça me touche vachement parce que c'est des personnes entières. Ils parlent, quand ils disent des choses, quand ils viennent te voir, c'est des gens qui sont pas hypocrites, qui peuvent pas faire voir autre chose qu'ils sont vraiment. Je les trouve magnifiques dans ce qu'ils sont et à l'aise avec eux. J'adore partager des moments avec eux, rigoler avec eux. Rien qu'un bonjour le matin, c'est le grand sourire. Mais aujourd'hui, les choses ont changé dans la vie de Clémence. J'étais pas forcément à l'aise dans les études, et j'avais pas cette envie de travailler à l'école. En plus, j'étais avec des plus jeunes. Ça m'a vachement découragée parce que j'avais pas de partage en classe. Les activités de classe m'intéressaient pas forcément parce que les élèves, ça passait pas. Et puis, même dans ma vie à côté, j'avais quand même beaucoup d'amis qui travaillaient là-dedans. Ma mère a une entreprise dans le maraîchage et l'horticulture. Ouais. Et du coup, en travaillant un peu chez ma mère, parce que je pouvais pas rester à rien faire, j'ai commencé à apprécier. Puis cette vie en camion m'attirait quand même. On m'avait dit que ça permettait de faire des saisons en maraîchage tout en voyageant. Et puis, c'est un projet qui m'a paru comme une illumination. Du coup, j'ai arrêté ma formation
Malgré que j'aime toujours ce genre de public, et j'ai fait un remplacement là il y a 2 jours, je suis très contente de la revoir, mais c'était pas ce qui me plaisait le plus. Et puis c'est dur de faire la différence entre le travail, les sentiments, tout ça. Du coup, je me sens vachement plus moi dans le maraîchage. Alors Clémence, dans son parcours, elle est arrivée avec un projet pour travailler auprès de personnes handicapées, parce qu'elle avait fait des stages, elle avait décroché d'une seconde générale, et puis dans l'année, elle s'est rendue compte qu'au-delà du lien social, il y avait d'autres obligations, des responsabilités, travailler à l'intérieur, dans un milieu confiné, enfermé, et ça lui allait pas. Donc au mois de mai, on a fait le point avec Clémence et sa maman sur le fait qu'il fallait qu'on l'accompagne sur autre chose, sur un autre projet. Il y a de l'amertume au départ, et puis après, il faut prendre aussi un peu de recul en se disant mais oui, mais nous, notre positionnement, c'est bien d'accompagner le projet du jeune. Ce n'est pas de le faire réussir dans ce qu'on souhaiterait qu'il soit. C'est les employés qui marquent ça. Non, c'est moi. C'est toi qui marques. Le cœur de métier, plus de 50%. 50% du plan de légumes. Ensuite, 25% du plan de fleurs, que j'appelle fleurs annuelles, c'est-à-dire qu'elles périssent dans les jardins. Et après, les 25%, c'est ce qu'on visite là. C'est la pépinière. La particularité, c'est qu'on a une exploitation sur laquelle on vend. Donc à peu près 50% est vendu là. Et les 50 autres % sont vendus sur les marchés. Donc on fait les marchés, on y va, on va les chercher en fait. J'aime bien bouger. Avant, tous les 2 ans, je changeais d'endroit, pratiquement. Du coup, en CDI, c'est pas trop... Enfin, j'en ai eu une fois, à Guérande, et c'est vraiment pas génial. Surtout que j'ai galéré à m'en défaire. Donc, je préfère changer tant que je suis jeune et faire le plus de choses possible, plutôt que de m'enliser dans un boulot et puis à 40 ans de me dire, mince, j'ai fait que ça. Après, c'est vrai que ça peut être utile un CDI pour avoir... Nous, on aimerait bien s'acheter un terrain avec ma copine. On va mettre notre caravane dessus. Mais même avec un CDI, de nos jours, c'est dur d'avoir un emprunt. Alors, on se dit qu'autant continuer à faire comme on fait. Et puis au moins, si on veut changer d'endroit, on ne sera pas prisonnier. Parce que le CDI, c'est un peu une prison quand même. Ils sont super adaptés aux nouvelles entreprises, parce qu'ils ont déjà fait plein d'entreprises différentes. Et au niveau rapidité, ils sont non, mais imbattables. Non, mais il y a des fois, tu te dis, c'est pas possible. Un peu moins eux. Ils sont complètement disponibles. Voilà. Ils sont décidés que leur vie... Alors, je pense, eux, ils bossent principalement de février jusqu'à fin octobre maximum. Ils se prennent 2 ou 3 mois, ils partent. Voilà. Et ils sont tout un réseau, ils se connaissent tous. Et par contre, quand ils ont des bonnes adresses, ils se le disent. Et je pense qu'ils arrivent à composer leur vie de cette manière, vraiment. La manière dont qu'ils vivent a un impact sur le sens qu'ils mettent à leur travail. Parce que si c'est bien, que ça leur plaît, ils ont envie d'être repris. Et comme c'est que du saisonnier, il n'y a aucune garantie. Mais quand tu laisses une trace comme ça, il n'y a pas de problème. J'espère qu'un jour, la société va pouvoir adopter toute cette manière différente de travailler. Enfin, une période de grand chômage, je pense que c'est intéressant d'avoir des gens qui ont des envies. Enfin, moi, j'y crois à cette manière de vie. Et puis, tu sais, la vie, ça peut être ça pendant 5 ans, 10 ans. Et puis après, qui te dit que tu vas pas faire une belle rencontre et que tu as envie de t'installer quelque part et que le travail n'aura pas changé encore? Je pense qu'il faut aller là où tu le sens. La commune de Senones n'était il y a 40 ans qu'un petit bourg rural, entièrement agricole et à l'avenir incertain. Elle fut pourtant le théâtre d'une transformation spectaculaire lorsque quelques-uns passionnés de cheval envisagèrent de créer ici un grand centre d'entraînement au galop. Ce fut une belle histoire d'audace et de foi en l'avenir.
Le propriétaire de l'hippodrome, qui était maire de Snon et aussi président de la Société des courses, dans les années 70, a eu l'idée de faire venir un entraîneur ou deux. Ils se sont mis autour d'une table et puis ils ont dit faut qu'on fasse quelque chose. Il a dit dans le Grand Ouest, il n'y a aucun centre de grande importance. Il faut qu'on essaie de trouver du terrain et du financement. Il y avait quand même quelques personnes qui disaient c'est un projet fou. Il ne réussira jamais. Vous imaginez faire venir des chevaux dans le secteur, on n'aura jamais 500-600 chevaux parce que c'est un gros investissement. Mais ça a très bien fonctionné. Aujourd'hui, on est rendu à 700 chevaux. 700 chevaux. Et Ils viennent s'entraîner là? Oui, ils s'entraînent tous les matins ici. Vous avez 33 entraîneurs, 150 personnes à travailler aux écuries. Vous avez les maréchaux ferrants, il y en a 4 au moins à temps complet. Vous avez les vétérinaires aussi. Vous avez les dentistes, vous avez les ostéopathes. Et puis là, pour ce qui est pour les agriculteurs du secteur, c'est eux qui fournissent quand même une grande partie de la paille. Mais bon, c'est vrai que ça a redonné un dynamisme au bourg qu'il n'avait plus. Moi qui suis dirigeant d'un établissement qui forme des jeunes dans le milieu du cheval, eh bien, qu'ils soient dans le milieu des courses trot, dans le milieu des courses galop, les entraîneurs nous disent qu'ils ont une pénurie de main-d'œuvre. Bon nombre de nos élèves ou anciens élèves sont employés, par exemple, sur ce centre d'entraînement en France, mais aussi chez nos voisins à l'étranger. À quelques kilomètres de là, Marie-Laure Collet a monté sur l'exploitation de ses parents un élevage de chevaux de course. Le pari était risqué, mais aujourd'hui, après quelques années, l'affaire marche plutôt bien. J'ai commencé l'élevage avant d'être installée. Et j'ai acheté ma première jument, j'avais 14 ou 15 ans, quelque chose comme ça. Donc toutes mes payes d'apprenti, elles passaient dans le saillie, les factures véto et compagnie. Et là où j'ai eu beaucoup de chance, parce que je pense qu'il y a des gens qui élèvent pendant 10, 20, 30 ans, voire toute leur vie sans avoir la chance, c'est d'élever mon premier cheval que j'ai élevé, c'est un cheval de groupe 1. Bon, c'est la plus haute catégorie des courses qu'on peut avoir, donc forcément c'est très médiatisé et du coup ça m'a permis d'avoir une bonne étiquette. Après j'ai été à l'étranger, voilà. Je suis partie un petit peu en Angleterre, en Irlande, en Australie, en Nouvelle-Zélande. Donc j'ai fait une saison de monte en Irlande et après j'ai fait les ventes dans les 4 pays. Et à mon retour, j'ai commencé à faire des démarches pour m'installer et je me suis installée en 2008 avec mes parents en GEC. Donc au début c'était une partie élevage laitier que mes parents gardaient et moi je faisais la partie chevaux. Et en 2010, on a arrêté complètement l'atelier laitier pour se consacrer uniquement aux chevaux. Donc on a refait des box et on a transformé toute la partie bovine en box et installation pour les chevaux. Il y a une grosse question de confiance, oui, parce que c'est leur bébé qui nous laisse. Nous, c'est nos bébés parce qu'on s'en occupe tous les jours, mais c'est leur bébé aussi. Il y a des gens à qui c'est comme si c'était leurs enfants, quoi. Ils les aiment vraiment, donc il faut vraiment qu'il y ait confiance. Dans les chevaux de course, c'est ouverture sur le monde. On est en Mayenne, mais on côtoie des Irlandais, des Anglais, des Parisiens, des gens célèbres, des gens moins célèbres. C'est ça qui est génial aussi, c'est qu'on a un panel de relationnel qui est infini, quoi. C'est des étrangers, des Français, des gens populaires, des gens richissimes, des investisseurs, des passionnés. Voilà, culturellement, c'est hyper sympathique. Au cours du tournage de nos premiers films, nous avions croisé la route de l'entreprise Beneteau, leader mondial de la plaisance, qui animait des séances d'information sur les métiers qui, chez elle, demandaient des emplois qualifiés. Nous avons voulu y revenir, car cette entreprise entretient une relation toute particulière à son territoire. Comme vous le voyez, là, moi, je suis en train de faire le contre-moule de coque. C'est ce qui est entre la coque et après le pont et tout ça.
Nous, on forme des jeunes, c'est pour l'avenir, pour leur avenir, mais pour le nôtre aussi. Oui, alors le groupe Beneteau a été créé il y a 130 ans, ici, à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, et s'est développé depuis 130 ans sur son territoire. Une des grandes forces du groupe Beneteau, c'est d'avoir su développer les compétences nécessaires à la production des bateaux, ici sur son territoire, avec des métiers très diversifiés. En 2009, au moment de la crise, l'actionnaire familial a choisi de maintenir sa production ici et de se diversifier. C'est un modèle qui a permis d'aller recruter dans les différents bassins d'emploi, là où on pouvait former du personnel compétent. Non, c'était pas risqué, l'emploi ici est qualifié, les gens sont compétents. Ici, nous avons 10 sites principaux de production, pratiquement sur toute la Vendée, qui vont d'une centaine de salariés jusqu'à 1000 salariés pour le plus gros site. Si certaines entreprises sont attachées à leur territoire, il existe aussi des secteurs entiers d'activités industrielles qui, dans les décennies passées, n'ont pas hésité à délocaliser entièrement leur production à l'étranger, laissant leurs anciens employés livrés à eux-mêmes. Mais malgré l'adversité, certains, comme Denis et Alziza, ont cependant réussi à se reconstruire une vie plus conforme à leurs désirs qu'auparavant. Mon père dans la chaussure, ma mère dans la chaussure, mon frère dans la chaussure, ma belle-sœur dans la chaussure. On a tous été un petit peu baignés dans ce cycle-là, quoi. Les Mauges ont été longtemps considérés au niveau de la chaussure l'élément précurseur de l'industrie. Hein. En quelques années, ça s'est vite effondré et c'est les gros groupes qui sont arrivés. Mais oui, on a été un petit peu dépassé par la vitesse. Voilà, les plans sociaux, ils ont commencé en 2001, le premier. 2001 jusqu'en 2004, ça a été, il y en a eu 4-5. Et voilà, de 1200, on est descendu à 150 en très peu de temps. Rien que de mettre les chaussures, de toucher le cuir. Le cuir, c'est quelque chose, c'est en nous, c'est vivant. Je dis que c'est une partie de notre vie. On a une partie de notre vie, on le palpe encore. Je le palpe encore parce que l'odeur, le toucher, c'est quelque chose qui est... ouais. Mais bon, c'est derrière nous. Mais oui, il y a des gens qu'on sait qui ont traversé des moments difficiles, qui ont fait des dépressions. On connaît même des personnes qui sont tombées en dépression et qui ne s'en sont pas ressorties. Dans le bar, on avait une boucherie. Ici, on avait donc une charcuterie. Ici, on avait un peintre. Ici, on avait un électricien. Une quincaillerie. Une quincaillerie. Un cordonnier. Un premier café. Une mercerie. Une mercerie. Un deuxième café. Il faut rebondir, parce qu'on n'est pas tout seul. On a des enfants, on a des engagements qu'on a pris dans la vie. La leçon que je donnerais aux enfants, c'est toujours croire en soi. Et ne jamais te laisser rabaisser, ne jamais te laisser... voilà. Si toi, tu crois pas en toi, les autres peuvent pas croire en toi. Je me suis dirigée vers un travail pour travailler avec des humains et non plus avec du matériel, avec là où la personne est prise en compte, là où on retrouve du respect pour la personne, où on peut donner de soi, apporter de soi. Oui, c'est ce qui m'a motivée pour la formation que j'ai faite par la suite. Ton regard, il n'est pas perdu. Et si tu regardes dans une vue d'ensemble comme ça, eh bien ta vision elle va être perdue puis elle va pas être efficace. Et en fait, j'ai fait des recherches sur où est-ce que je pourrais utiliser tout ce que j'avais appris pendant 20 ans, dans quel domaine. J'avais envie de faire quelque chose de mes mains, me servir de mes mains. Et justement au niveau de l'ESAT, on peut mettre ça en application.
donc c'est dur. C'est du jour au lendemain, on n'est plus rien. Mais bon, là, donc derrière, on fait des formations. Et puis on essaie de s'orienter dans ce qu'on n'a pas pu faire quand on était jeune ou tout au moins arrivé à un certain âge, se dire on s'oriente dans la voie qui nous intéressera le plus. Ailleurs dans les terres, dans un gros bourg loin de toute agglomération importante, nous avons rendez-vous devant un atelier banal d'apparence, sans marque ou élément remarquable, mais où travaillent pourtant plus de 40 personnes. Nous travaillons effectivement exclusivement pour des grandes marques de couture parisiennes, mais comme notre savoir-faire technique à aujourd'hui et commence à vraiment être reconnu dans le milieu, on a tendance à nous apporter des produits, à nous demander de réaliser des produits à vraiment forte valeur ajoutée. Ayant vraiment toujours l'habitude de travailler quand même sur du haut de gamme, je voulais absolument trouver un outil de production qui travaille vraiment sur des produits de très grande qualité. Le fait effectivement d'avoir trouvé cette entreprise donc, qui était en cession, je dirais, suite au départ en retraite de la gérante, mais effectivement m'a évidemment énormément intéressé. Donc on a développé le nombre de clients, on a développé effectivement les savoir-faire par des plans de formation continue et par le biais de moyens de communication un peu plus modernes tels que site internet. C'est pas parce qu'on est dans un bled paumé que finalement, non, il y a des bonnes entreprises, il y a du savoir-faire même en campagne. Je voulais faire un apprentissage et puis j'ai trouvé ici. Ça va faire 20 ans au mois de septembre. Parce que le grand paradoxe aujourd'hui dans notre secteur d'activité, c'est qu'il y a du travail, c'est que nos clients, principalement donc basés sur le luxe, eux continuent toujours à être en progression. Donc on a la chance, nous, dans nos entreprises, d'avoir du travail et d'avoir un réel besoin d'augmenter nos capacités de production pour faire face à cette demande. Il va falloir trouver des effectifs pour pouvoir encore une fois, faire perdurer une entreprise et les faire durer et développer, je dirais, dans le temps. Malheureusement, on se rend compte que les formations dispensées dans les lycées professionnels aujourd'hui sont de plus en plus éloignées de nos vrais besoins de production interne aux entreprises. Nos besoins industriels aujourd'hui ont été très nettement sous-estimés et totalement dévalorisés dans les écoles. En fait, où on peut être un peu plus fier, c'est quand on voit nos propres vêtements défiler. Ah oui. Ça arrive. Chez certains couturiers, ça c'est un petit peu, j'ai envie de dire, oui, la monnaie de notre pièce, parce que c'est vrai que c'est peut-être pas un métier qui malheureusement paye bien. Il faut le savoir, c'est un métier qui demande de la passion, un savoir-faire et puis beaucoup de patience. C'est vrai qu'il y en a beaucoup qui font beaucoup de kilomètres pour aller au travail. Tandis que moi, là, à 13 km, je ne pouvais pas... Habitant une commune de 750 habitants, je ne pouvais pas trouver plus près. Ce court voyage dans le monde rural sur quelques départements n'épuise pas les exemples de diversité, d'innovation, de passion et d'énergie créatrice que nous aurions pu filmer. Nous ne désirons pas énoncer des conclusions définitives sur ce qui ferait la nature, l'identité et encore moins l'avenir de ces territoires. Et des impressions restent cependant dont nous avons tenté de témoigner. Ceux qui réussissent, face aux fragilités et à la richesse de leur environnement, sont souvent ceux qui cherchent à privilégier tout à la fois l'ouverture, le lien social et la proximité humaine pour s'insérer au mieux dans la dynamique de leur territoire.